Bien. Monsieur le vice-président, Madame la ministre, Monsieur le ministre, je crois qu'il va arriver d'une minute à l'autre, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs et ambassadrices, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de vous accueillir ici aujourd'hui à Paris pour ce premier événement organisé par la présidence française du Conseil de l'Union européenne dans un format particulier, dans un format hybride, majoritairement digitalisé. Mais je suis heureux de vous recevoir ici au centre de conférence du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors le choix de démarrer notre présidence avec cette conférence n'est pas anodin. La refondation du partenariat entre l'Afrique et l'Europe est au cœur de nos priorités. L'approfondissement des relations de commerce et d'investissement entre nos deux continents en est évidemment une composante importante. Notre objectif est simple. Nous voulons renforcer l'intégration des chaînes de valeur entre l'Europe et l'Afrique et répondre à l'impératif de transition écologique de nos différentes économies. Tout nous porte à approfondir ces liens. La proximité géographique entre nos deux continents, mais aussi la proximité humaine qu'entretiennent les diasporas. La densité actuelle de nos relations économiques avec l'Afrique, dont l'Union européenne est d'ores et déjà, vous le savez, le premier partenaire commercial, le premier investisseur étranger et le premier partenaire de développement. L'ambition partagée aussi, des deux côtés de la Méditerranée, d'accélérer la relance ensemble, de bâtir ensemble les conditions d'une croissance plus résiliente, plus juste et plus durable. La conviction aussi commune qu'il nous reste un immense potentiel de prospérité à développer en facilitant encore davantage les investissements et les échanges. Alors j'ai tenu à ce que cette journée d'échange puisse directement contribuer à la réflexion que nous menons dans la perspective du sommet Union européenne-Union africaine qui se tiendra les 17 et 18 février prochains à Bruxelles et qu'elle nous permette aussi d'identifier des pistes d'action concrètes. Alors, c'est le sens des 3 tables rondes qui rythmeront cette journée. Je veux évidemment d'ores et déjà remercier toutes celles et ceux qui ont bien voulu accepter d'y participer dans ce moment tout particulier, je le disais en introduction. Et donc, ces 3 tables rondes seront autour de 1. L'idée de dresser un état des lieux du partenariat économique Europe-Afrique. Deuxième table ronde, nous voulons aborder les perspectives de nos relations commerciales et d'investissement avec les pays d'Afrique du Nord. Et troisième table ronde, revenir en détail sur les relations commerciales qui nous lient avec les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, permettez-moi en quelques mots de revenir sur les enjeux qui s'attachent à chacune de ces thématiques. En matière d'investissement, d'importants travaux ont été lancés depuis le sommet sur le financement des économies africaines le 18 mai dernier, vous le savez, à Paris. Nous devons œuvrer résolument à faciliter et augmenter le volume d'investissement vers l'Afrique au service du développement économique du continent. Et ce sera bien évidemment aussi un élément important du sommet UE-UA. Sur le plan commercial, je suis convaincu que le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique doit être pensé à la fois à l'échelle continentale et aussi à l'échelle régionale. À l'échelle continentale, notre objectif à terme doit être de conclure un accord commercial de continent à continent. C'est pourquoi nous soutenons le développement de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, qui mettra en place à terme un véritable marché intérieur africain. À l'échelle régionale, nous voulons impulser un partenariat mutuellement bénéfique qui repose sur des intérêts et des valeurs partagées, ainsi que sur le respect des objectifs de développement durable de l'accord de Paris. C'est l'esprit dans lequel nous poursuivrons au cours des prochains mois les échanges sur la modernisation des accords d'association avec les pays d'Afrique du Nord et sur la mise en œuvre de l'accord post-Cotonou avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. S'agissant de l'Afrique du Nord, il y a plus de 25 ans, l'Europe et ses partenaires se sont fixés à Barcelone des objectifs ambitieux pour apporter la paix, la stabilité et la prospérité
aux populations des deux rives de la Méditerranée. Réaliser ces objectifs figure parmi les priorités de l'Union européenne dans sa nouvelle stratégie de politique commerciale. Je tiens à réaffirmer le plein soutien de la France dans le prolongement de la volonté forte exprimée par le président de la République lors des discours de la Sorbonne et de Ouagadougou. Les domaines d'intérêt commun en Méditerranée ne manquent pas. Les travaux de la récente initiative Équipe Europe, lancée en octobre, visant à renforcer l'emploi par le commerce et l'investissement dans cette région, constituent un bon exemple de coopération concrète pour renforcer la résilience de nos économies. Je souhaite d'ailleurs saluer les succès de la structuration euro-méditerranéenne de certaines filières industrielles, comme le câblage électrique et électronique pour l'automobile en Tunisie ou les pièces détachées pour l'aéronautique au Maroc. Notre relation commerciale demeure cependant encore en deçà de son potentiel, nous en sommes convaincus, et le cadre de notre coopération doit être modernisé sans attendre. Nous devons œuvrer à compléter les accords existants avec pragmatisme pour faciliter nos échanges dans certains secteurs d'intérêt commun. Je pense par exemple à l'économie numérique, au développement durable, à l'énergie ou encore l'agroalimentaire. C'est ce qu'attendent les acteurs économiques des deux côtés de la Méditerranée. Plus au sud, nous devons également faire évoluer les relations commerciales et d'investissement entre l'Union européenne et l'Afrique subsaharienne pour mieux prendre en compte les défis du développement durable et offrir un cadre plus inclusif et plus vertueux pour les citoyens d'Europe et d'Afrique. L'Afrique est au cœur des priorités géographiques de la France et de l'Union européenne en matière d'action extérieure, vous le savez. Cela se traduit par plusieurs dizaines de milliards d'euros consacrés à l'Afrique sur 2021-2027, notamment via des politiques d'aide au commerce et de facilitation des échanges. Le commerce, au même titre que l'intégration régionale, constitue de ce fait un important levier de croissance et de développement économique et social. Il est essentiel pour lutter contre l'augmentation du taux mondial de l'extrême pauvreté sous l'effet de la pandémie du Covid-19. Nous sommes également engagés pour une meilleure insertion des pays africains dans le commerce régional et international, et c'est tout le sens du système des préférences généralisées de l'Union européenne et des accords de partenariat économique, qui accordent déjà des accès préférentiels au marché européen sans contrepartie commerciale. Je veux réaffirmer ici notre souhait d'une meilleure prise en compte des préoccupations de nos partenaires africains dans la négociation des APE régionaux et dans la dynamique d'approfondissement et d'élargissement de ces APE qui permettra de couvrir notamment les services, les investissements et le développement durable. Et je me réjouis qu'au-delà des accords déjà en application, d'autres États aient manifesté leur volonté de rejoindre cette démarche. En parallèle de la conclusion de régimes commerciaux, je ne peux qu'encourager le développement de coopération publique-privée approfondie en matière de responsabilité sociale et environnementale, à l'image de l'initiative sur le cacao durable lancée avec la Côte d'Ivoire et le Ghana fin 2020. Toutes ces initiatives pour stimuler les échanges entre l'Union européenne avec l'Afrique ne pourront néanmoins aboutir sans la prise en compte des barrières et leviers identifiés par le secteur privé, dimension que l'Union européenne s'emploie à intégrer dans sa stratégie commerciale avec la zone. Je saisis également l'occasion d'ouvrir cette conférence pour aborder quelques problématiques qui, si elles ne seront pas directement abordées au cours des sessions aujourd'hui, n'en demeurent pas moins stratégiques pour le futur du partenariat euro-africain. Je voudrais donc dire un mot particulier sur la pandémie, bien sûr. Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, l'Union européenne et la France se sont engagées activement pour apporter une réponse globale à la pandémie de Covid-19 fondée sur l'accès mondial équitable aux vaccins. L'Europe s'est ainsi fixé l'objectif de donner 700 millions d'euros de doses d'ici à mi-2022. L'objectif intermédiaire de 250 millions de dons fin 2021 était déjà atteint et même dépassé début décembre avec 308 millions de doses partagées avec COVAX et 45 millions de doses données de manière bilatérale. Mais donner des vaccins ne suffira pas, c'est pourquoi l'Union européenne met l'accent sur les capacités de production locale via notamment l'initiative Europe. Des mesures concrètes ont été prises en Afrique du Sud avec la création du premier centre de transfert de technologie vaccinale lancé par l'OMS et le Medicine Patent Pool, centré notamment sur les vaccins ARN messagers. Au Sénégal et au Rwanda, des travaux importants sont menés pour développer des sites régionaux de fabrication de vaccins et de produits biologiques. Un mot enfin, si vous me le permettez, sur le sommet UE-UA que j'évoquais au début de mon intervention. Ce rendez-vous
important constituera un moment décisif de la présidence française de l'Union européenne et plus généralement pour l'Europe. Il s'inscrit dans une période charnière pour l'Union européenne et pour l'Afrique, marquée notamment par des défis sanitaires, économiques et climatiques majeurs pour lesquels nous devons ensemble rechercher des solutions. Face à ces défis, l'Union européenne souhaite demeurer à tous égards le premier partenaire de l'Afrique sur le plan économique, commercial, mais aussi en matière de sécurité, en matière d'aide publique au développement, en matière aussi d'aide humanitaire. La France est pleinement engagée avec ses partenaires européens et africains pour faire de ce sommet un succès. Alors, la conférence d'aujourd'hui, consacrée au partenariat commercial entre l'Union européenne et l'Afrique, est une des étapes qui feront du sommet UE-UA une réussite. Vos échanges nourriront également les débats des ministres du commerce de l'UE que j'ai souhaité réunir mi-février à Marseille, ville emblématique de notre ouverture à l'Afrique. Monsieur le vice-président, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie vraiment très sincèrement pour votre mobilisation. Je voudrais remercier évidemment tous les participants aux différents panels, cher Lionel Zinzou, notamment que je vois dans la salle. Et je suis heureux que vous ayez pu tous répondre présents aujourd'hui. Permettez-moi de conclure brièvement mon intervention en réaffirmant qu'à une époque où les tentations de protectionnisme sont fortes, je suis profondément attaché à promouvoir un commerce ouvert et équitable et le développement de chaînes de valeur résilientes, diversifiées et durables entre nos deux continents. Je vous remercie, chers amis, et je donne sans plus tarder la parole au vice-président Valdis Dombrovskis. Valdis. Honorable ministers. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et messieurs, en premier lieu, permettez-moi d'adresser mes remerciements à la présidence française d'avoir organisé cet événement qui arrive à point nommé. J'accueille favorablement le fait que les liens d'investissement et de commerce avec l'Afrique soient une priorité de la présidence. Cette approche reflète une nouvelle stratégie en matière de commerce de l'Union européenne qui a été lancée il y a un an. L'Afrique, c'est notre voisin, c'est notre partenaire naturel. Les liens qui nous lient sont d'ores et déjà étroits, mais il y a le potentiel d'en faire davantage. Nos deux continents doivent faire en sorte qu'il y ait une coopération économique plus propre, tout en portant la transition verte et environnementale de nos économies et de nos sociétés. Également la transition numérique. Ainsi, nous aurions un partenariat qui sera bénéfique pour tous et sur un pied d'égalité. Le sommet UE-Afrique au mois de février sera un moment charnière à cet égard. Avant d'élaborer sur les questions liées au commerce et à l'investissement, permettez-moi de souligner le travail qui a été le nôtre au cours de la pandémie de Covid-19. Pour répondre, ou plutôt pour riposter aux défis sanitaires actuels et à venir, des améliorations ont été apportées en matière de production de vaccins, infrastructures de santé, mais aussi capacités liées, ce qui permettra de soutenir la capacité de l'Afrique de gérer les défis actuels et à venir. L'Union européenne est à la tête des exportateurs de vaccins envers l'Afrique et nous avons d'ores et déjà engagé une coopération en matière de hubs régionaux pour produire des vaccins destinés à l'Afrique directement en Afrique. Je me réjouis au lancement de ce partenariat. Un partenariat sur un pied d'égalité s'applique également pour nos liens commerciaux. Avec notre stratégie renouvelée, notre objectif est de travailler ensemble pour déverrouiller le potentiel de diversification et de croissance de l'Afrique. C'est un travail qui est porté, ou plutôt qui repose sur 4 grands axes. Tout d'abord, nous proposons de renforcer le dialogue politique et la coopération avec l'Union africaine et avec ses membres. Nous continuons d'apporter notre soutien à la mise en œuvre de la zone de libre-échange au niveau du continent africain, la ZLECA, ce qui sera un moment absolument essentiel. Le potentiel de renforcer l'économie, le commerce, la croissance économique et les échanges entre nos continents reste essentiel puisque aujourd'hui, seuls
13% des flux de commerce en Afrique ont lieu entre les pays d'Afrique. Alors bien entendu, il y aura des défis sur cette trajectoire et l'Union européenne est à disposition pour venir vous aider. Nous souhaitons tirer des enseignements de notre propre processus d'intégration économique et avec notre stratégie générale, nous avons mis en exergue que nous sommes prêts à soutenir des investissements infrastructurels massifs en Afrique. Deuxièmement, l'Union européenne dispose de tout un ensemble d'ALE avec l'Afrique. Il s'agit de partenariats dynamiques au sein desquels nous avançons petit à petit et c'est au bienfait de toutes et tous. L'objectif est de renforcer et d'étendre les accords de libre-échange avec les pays d'Afrique qui sont prêts à le faire. Troisièmement, nous souhaitons explorer la possibilité de renforcer les liens et les synergies entre les différents accords de commerce entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, notamment en ce qui concerne une harmonisation des règles d'origine, ce qui renforcera les résiliences de nos économies à travers des chaînes de valeur diversifiées, à travers le renforcement du commerce de produits durables. Quatrième point, l'Union européenne a proposé des intérêts particuliers avec le commerce et nous avons lancé un certain nombre de projets. Je pense que cela permettra également de faire en sorte qu'il y ait davantage de zones de libre-échange de continent à continent. Nous mentionnons bien entendu l'Alliance dans notre communication en 2018 et à nouveau en 2020. Permettez-moi de souligner que nous souhaitons aussi nous concentrer sur le développement durable. Nous estimons que c'est crucial pour les deux parties. Un bon exemple exactement, ce sont les négociations en matière de cacao avec les pays d'Afrique qui a été lancé l'an dernier et qui s'est révélé un véritable succès. En outre, nous procédons à une révision du système général de préférence de l'Union européenne qui concerne la majorité des pays d'Afrique et la Commission européenne propose d'inclure l'adhésion aux accords de Paris et à l'accord de Paris plutôt pour que ce système de préférence généralisée s'applique à l'ensemble des pays. Nous souhaitons également travailler avec les pays d'Afrique pour soutenir un programme de réforme de l'OMC ambitieux. Les pratiques et les règles de l'OMC doivent être mises à jour et améliorées pour faire face à la réalité d'aujourd'hui. Je pense que nous pouvons parvenir à un bon niveau de confiance mutuelle pour que nous puissions nous exprimer d'une seule voix dans les forums multilatéraux. Et je sais que nous avons un allié très fort auprès du directeur général de l'OMC pour travailler dans ce sens. Enfin, afin de renforcer et maximiser nos accords de libre-échange pour renforcer le commerce et les investissements, nous devons mobiliser le secteur des affaires des deux côtés. Le sommet Business Africa qui se tiendra en marge du sommet des 17 et 18 février devrait nous aider à atteindre cet objectif. Je compte sur le soutien de l'ensemble des membres dans l'état d'esprit Équipe Europe et je compte également sur la présidence française pour engranger des progrès concrets. Cher Valdis, Monsieur le Vice-président, et je donne maintenant la parole à Madame la ministre Betty Maina, ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement entrepreneurial du Kenya, que nous avons l'honneur d'accueillir à Paris aujourd'hui. Madame la ministre, please. Thank you again. Thank you very much. Merci, Monsieur Franck Riester, Monsieur le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité économique de la France, Mesdames et Messieurs les ministres présents, Monsieur le commissaire, Monsieur Dombrovskis, Mesdames et Messieurs les participants. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à Monsieur Riester pour l'invitation à vous rejoindre dans la prise de parole pour l'ouverture de cette conférence qui arrive à point nommé. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à M. Franck Riester et au gouvernement de la France pour la coordination et pour l'organisation de notre voyage afin de vous rejoindre ici à Paris. Je me réjouis de participer à cette conférence diversifiée de représentants du gouvernement, de représentants des organisations internationales et de la société civile, afin de discuter de comment est-ce que nous, en tant que pays d'Afrique, nous pouvons relancer nos partenariats de commerce et d'investissement et les relancer auprès de nos partenaires de longue date ici en Europe. Lorsque j'ai été invité à prendre la parole au cours de cette conférence, plusieurs réflexions m'ont traversé l'esprit. J'ai pris bonne note du fait que cette conférence a lieu dans les 2 premières semaines de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.
C'est également une conférence qui survient la semaine qui célèbre l'anniversaire d'une année totale de commerce des États membres de l'Union africaine dans le cadre de la ZLECA, de la zone de libre-échange continentale africaine. Et cette conférence se tient le mois qui célèbre le 2e anniversaire de la déclaration par l'OMS de la pandémie de Covid-19 comme pandémie mondiale. Et les deux orateurs qui ont pris la parole avant moi ont fait référence à cette question de la pandémie de Covid-19 et ont fait référence au partenariat et à la coopération entre l'Afrique et l'Europe sur cette même question. Cette conférence, ainsi que les débats qui la suivront, ne pourraient se présenter à un moment plus opportun, notamment puisque cette conférence se concentre tout particulièrement sur l'Afrique. L'idée d'un échange de vues sur la manière dont nous pouvons réinventer le commerce entre l'Union européenne, l'Afrique et les partenariats afférents, c'est une proposition qui arrive à point nommé. Nous nous rappelons des événements à la fin de la colonisation. La France et ses anciennes colonies avaient construit Yaoundé 1 et Yaoundé 2, et avec le groupe du Commonwealth, avec nos cousins également dans le Pacifique et dans les Caraïbes, nous avait permis de rejoindre l'organisation des États africains et des États pacifiques et du Caraïbe. Aujourd'hui, nous sommes à un moment historique charnière, à un moment où les économies mondiales majeures se sont mises en avant afin de proposer de repenser l'ordre du jour de l'Afrique pour le commerce et l'investissement. Avec moins de 4% de la part du commerce mondial, l'Afrique a le sentiment que le reste du monde lui a nié la possibilité de monter dans la hiérarchie du commerce mondial. Au cours des 3 dernières décennies, nos plus grands partenariats commerciaux ont bénéficié des matières premières minérales et autres, en ont pris possession et les ont revendus aux pays d'Afrique en tant que produits dotés de valeur ajoutée ou de services. Notre objectif, c'est de renverser cette tendance avec des étapes petites, mais des étapes déterminées qui ont pour objectif de façonner l'avenir, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les questions technologiques. Nous souhaitons sortir des millions d'Africains et d'Africaines de la pauvreté en investissant davantage de ressources dans les petites entreprises, en renforçant les institutions de gouvernance et en renforçant également les accords de libre-échange avec les États membres du G7 ou G8. La recherche a mis en exergue que les exportations totales de l'Afrique n'ont de cesse d'augmenter. 500 milliards de dollars en 2018 et c'était seulement 120 milliards en 2001. Mais ces chiffres ne représentent que 2,6% des exportations mondiales en 2018. Ma présence ici aujourd'hui souhaite être un instant où nous allons lancer un appel d'espoir à l'Afrique dans cette période d'après-pandémie. Plus de 60 décennies d'indépendance politique en Afrique ont fait que le monde et l'Europe notamment ont essayé de modifier la situation. Nous sommes ici pour montrer que notre continent est en plein élan et que nous traversons un moment de transformation. Nous sommes prêts à avoir davantage de commerce au sein de l'Afrique et de travailler également avec les pays d'Asie, d'Europe centrale ou d'Amérique latine. Je suis ici pour vous dire que dans le cadre du commerce intra-africain, nous donnons la priorité à l'infrastructure plus qu'à l'aide. C'est vrai que l'Afrique, petit à petit, se reprend et se reconstruit après les défis sans précédent de la pandémie de Covid-19 et à mesure que nous avançons, nous nous réjouissons de partager avec vous certaines de nos expériences en matière de résilience qui sont des enseignements tirés de la pandémie et qui ont donné à des pays d'Afrique, y compris le Kenya, la possibilité de faire montre de leur capacité et compétences latentes. Par exemple, aujourd'hui, le Kenya dispose d'une capacité presque totale dans la production de PPI et nous, d'équipements médicaux donc, et nous exportons des millions de vaccins à 20 pays, y compris l'Inde.
Il s'agit de capacités qui requièrent avant toute chose une gestion plus importante. Je suis sûre que notre hôte nous donnera la possibilité de continuer à apporter ces équipements médicaux et c'est une mesure d'amitié et de bonne volonté. En ce qui concerne les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Afrique et les évolutions sur les marchés, y compris les demande actuelle, nous constatons que l'Union européenne reste le marché principal pour l'Afrique, notamment pour nos exportations dans le domaine de l'agriculture. En 2020, l'Union européenne, c'était 28% de nos exportations et importations en sortant d'Afrique. Les valeurs des exportations vers l'Union européenne ont plus que doublé entre 2001 et 2018, passant de 66 milliards de dollars américains à 123 milliards de dollars américains. Cela est partiellement dû à la conclusion d'accords de commerce réciproques au cadre IPA et davantage également d'investissements dans les différents cadres et agences de réglementation. Outre le commerce, l'Union européenne est un des plus grands investisseurs en Afrique. Avant le Brexit, les investissements de l'Union européenne en tout et pour tout représentaient 261 milliards de dollars, soit 40% des investissements directs étrangers en Afrique. Ce qui nous intéresse, c'est de diversifier davantage encore ces investissements afin d'aller outre uniquement les questions d'extraction ou d'agriculture. Nous souhaitons des investissements de l'Union européenne au même niveau en Asie subsaharienne, par exemple dans le domaine de l'énergie, des industries lourdes, dans le domaine de la logistique ou encore dans les chaînes d'approvisionnement. Pour nous, ce sont les facilitateurs qui nous permettront de repenser le commerce et d'approfondir davantage encore les relations politiques, sociales et économiques entre l'Afrique et l'Union européenne. Je me rappelle qu'en septembre 2021, le partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne avait mis en place l'initiative Global Gateway. Global Gateway, c'est une initiative qui a pour objectif de renforcer les investissements et notamment de travailler sur le renforcement des infrastructures en matière de réseau dans les marchés émergents. Nous nous réjouissons à la perspective d'entendre de la bouche de notre hôte comment faire avancer cet ordre du jour, étant donné que la connectivité, c'est une initiative phare de l'agenda 2063 de l'Afrique. Après la pandémie, l'Afrique souhaite jouer un rôle absolument clé dans le cadre hybride qui émerge sur le lieu de travail. Nous souhaitons que nos partenaires nous aident à faire effet de levier de notre secteur informel notamment. En Afrique, 66% de la population d'Afrique travaille dans le secteur informel. Et dans le cas présent, nous souhaitons trouver des partenariats afin de poursuivre nos programmes de renforcement et de développement économique en portant l'innovation technologique et en encourageant le dynamisme industriel. De cette manière, nous avons l'objectif de surfer la vague de la revitalisation de l'Afrique, créer des emplois décents et éradiquer la pauvreté. Dans le cadre de la participation à cette conférence, nous sommes ici pour entendre de la bouche de la France et de l'Union européenne afin de comprendre comment ils contribueront au processus de reprise de l'Afrique après la pandémie, mais également des mesures politiques et des mesures opérationnelles pour nous permettre de transformer notre secteur des affaires et notre environnement de business. Nous accueillons favorablement un nombre important de cadres, de promesses et d'initiatives qui sont arrivées ces 20 dernières années. En réfléchissant à certaines d'entre ces initiatives, eh bien, nous pensons que beaucoup plus peut être fait pour parvenir à cette grande promesse qui est celle de l'Afrique. Je sais qu'en Afrique de l'Est, nous avons été en mesure, par exemple, d'avoir accès à des fonds de l'Union européenne et à des financements ou plutôt nous avons eu des difficultés à y avoir accès en raison de problèmes techniques. Je suis sûre que les leaders français au cours de cette conférence ajouteront ce problème à leur programme ambitieux de priorité pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. L'Afrique souhaite davantage de soutien de la part de l'Union européenne afin de renforcer ses secteurs de l'investissement et des services. Nous n'avons aucun problème pour nous conformer aux questions de normes en matière de droits de l'homme, en matière d'égalité femmes-hommes, de lutte contre le changement climatique et la perte de diversité. Nous disposons d'ores et déjà de cadres juridiques et réglementaires, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Pour conclure, mesdames et messieurs, permettez-moi d'évoquer le sujet suivant.
l'accord de libre-échange continental africain, la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale africaine, qui nous permettra dans la décennie à venir de façonner notre politique commerciale. Pour tirer profit de cet accord, nous nous réjouissons d'entendre au cours de cette conférence comment est-ce que l'Union européenne a pour objectif de soutenir davantage de cohérence, de coopérer dans la construction et le renforcement de chaînes de valeur qui incluront également les questions de compétences, de transfert technologique dans un écosystème financier porteur. Le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique peut renforcer les capacités d'exportation et de production de l'Union européenne, de l'Afrique, et promouvoir l'intégration des chaînes de valeur dans l'ensemble du continent africain, mais également l'intégration des PME africaines dans les chaînes de valeur mondiales. Je suis intimement convaincue que notre partenariat dispose d'un potentiel considérable pour l'avenir. Cette conférence est donc une opportunité rêvée pour que nous continuions à travailler, pour que nous travaillions afin de solidifier, de renforcer notre coopération, pour accélérer la reprise et les efforts afférents après la pandémie de Covid-19 et pour sécuriser une croissance durable pour le continent africain. Une nouvelle fois, je vais remercier mon collègue, Monsieur le ministre, d'avoir organisé ce forum important malgré la période difficile et merci également de l'honneur qui m'a été réservé de prendre la parole lors de l'ouverture de cette conférence au nom de mes partenaires d'Afrique. Je me réjouis à la perspective de coopération très fructueuse. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à distance à Monsieur le ministre Riyad Mezzour, qui est ministre de l'Industrie et du Commerce du Maroc, qui est connecté en visioconférence depuis le début de la conférence. Je le remercie d'être présent et d'avoir été présent depuis le début. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président exécutif de la Commission européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier la présidence française de l'Union européenne pour l'organisation de cette conférence internationale et pour l'invitation qui a été adressée au Royaume du Maroc pour participer à son ouverture. Aujourd'hui, la France envoie un signal fort, celui de mettre en lumière le partenariat historique de l'Europe avec l'Afrique, et ce, 10 jours après avoir pris en charge la présidence du Conseil de l'Union européenne. En effet, les relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique ne datent pas d'hier. Les accords d'association conclus entre l'UE et les pays du sud de la Méditerranée ont plus de 25 ans. Cela représente certes un gage de pérennité, mais cela indique surtout qu'il est temps de les revisiter et de définir un nouvel équilibre. Il est indéniable que ces accords ont favorisé l'accroissement des relations commerciales et des investissements entre l'Afrique et l'Europe. L'UE, c'est aussi indéniable, est un partenaire majeur du développement du continent. Nous constatons cependant aujourd'hui une accélération de la tectonique mondiale industrielle et commerciale, accompagnée du resserrement des chaînes de valeur, de nouveaux enjeux de souveraineté ou encore de la mise en application de mesures visant à atteindre la neutralité carbone. À l'échelle africaine, dans le cadre de l'agenda 2063, la ZLECAf illustre la volonté du continent africain à promouvoir les relations commerciales intercontinentales, à s'intégrer davantage dans la supply chain mondiale et à stimuler son développement industriel. S'agissant du Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, des chantiers d'envergure structurants dans les domaines portuaires, aéroportuaires, des espaces d'accueil industriel et technologique, des énergies renouvelables, ainsi qu'une industrie aujourd'hui réputée mondialement pour sa compétitivité et le savoir-faire de son capital humain, ont augmenté notre attractivité vis-à-vis de nos partenaires historiques et en a attiré de nouveaux. Les différentes secousses de la crise sanitaire que traverse le monde ont mis en évidence la nécessité d'adopter de nouveaux paradigmes pour assurer la sécurité, la continuité et la fluidité des chaînes de valeur. Elle a également illustré les risques liés à des chaînes de valeur dispersées, un environnement qui demeure volatile et qui soulève de nombreux défis, prix des matières premières et des autres intrants, rareté de certains composants, coûts logistiques qui explosent, l'hyperfragmentation géographique des chaînes de valeur, pilotée par l'optimisation perpétuelle des coûts, s'est traduite par l'incapacité de pays, disposant pourtant de pavillons industriels de classe mondiale, à mettre à la disposition de leur population les produits sanitaires les plus basiques. Ce contexte
ne fait que renforcer la pertinence de la relocalisation de certaines chaînes de valeur autour du pourtour méditerranéen. Avec la pandémie, le Maroc a également pris conscience, le monde a également pris conscience de la centralité des systèmes de santé, avec leur corollaire de capacités industrielles indispensables qui permettent d'être en mesure de répondre aux besoins sanitaires. La capacité de l'industrie à protéger la vie s'inscrit d'ores et déjà à la tête de la quasi-totalité des programmes de relance industrielle. Il en découle la confirmation d'une volonté de souveraineté industrielle des grands pôles économiques qui s'étend au-delà des besoins sanitaires de première nécessité. Une autre priorité que vous avez citée, Monsieur le Ministre, est celle de la transition énergétique. Le projet de Green Deal européen illustre cette ambition qui, cependant, ne doit pas constituer un frein au développement des échanges commerciaux avec le continent africain. L'atteinte de la neutralité carbone doit être une opportunité de faire émerger des chaînes de valeur régionales décarbonées grâce aux atouts des pays africains ayant enclenché depuis plusieurs années déjà un processus de transition énergétique ambitieux. Face à ces grandes mutations mondiales, l'Afrique accélère sa transformation. En 2021, la ZLECAf a été officiellement lancée avec l'ambition de dynamiser les échanges interafricains et à travers l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises et des services. Une nouvelle page de l'histoire économique de l'Afrique est en train de s'écrire. Aujourd'hui, des projets tangibles de chaînes de valeur régionales, y compris dans les secteurs industriels d'avenir, batteries électriques par exemple, sont en train d'émerger. Au Maroc, la crise sanitaire a été révélatrice si besoin et de la résilience et de l'agilité de l'industrie locale et de son important potentiel. La relance économique y a été plus rapide qu'ailleurs grâce à la mobilisation et à l'engagement de ses opérateurs industriels. Durant les 25 dernières années, le Maroc s'est doté d'infrastructures de classe mondiale, telles que le port de Tanger-Med, et d'un outil industriel performant. Les différents plans industriels ont également permis au Maroc de devenir une puissante base industrielle des plus compétitives au monde, avec l'assurance d'une décarbonation des plus avancées et un positionnement proactif à l'export. Avec une nouvelle équipe gouvernementale immédiatement opérationnelle, en charge de déployer un ambitieux programme qui a pour socle les hautes orientations royales, notamment l'opérationnalisation d'un nouveau modèle de développement, le Maroc compte bien transformer les limites révélées par cette crise sanitaire en opportunités. Le Maroc consolide son positionnement aussi de deuxième investisseur africain en Afrique, avec des multinationales sous pavillon marocain à forte empreinte continentale, notamment dans la finance, les télécommunications, l'industrie et les fertilisants. Le Maroc aussi affiche, grâce notamment à l'accord d'association avec l'Union européenne, un niveau d'intégration avec l'Europe similaire à celui des pays membres, tout en développant son acquis communautaire et son climat des affaires attractif. Dans ce contexte, il est nécessaire de redéfinir ensemble un pacte commercial et industriel commun, basé sur les atouts de l'Europe en tant que puissance industrielle renouvelée et innovante, et l'Afrique qui offre des relais de compétitivité décarbonée en termes de production, d'innovation et de services. Pour réussir à décarboner, renforcer le tissu industriel, améliorer la compétitivité de nos entreprises et créer des emplois de part et d'autre de la Méditerranée, nous devons construire un nouveau partenariat gagnant-gagnant. La coopération Nord-Sud-Sud se doit d'être plus ambitieuse et doit s'inscrire dans une approche conjointe et complémentaire. Avec le maintien et le développement des industries européennes installées en Afrique. 2, une relocalisation des chaînes de valeur asiatiques dans l'espace euro-Méditerranée-Afrique, capitalisant sur la proximité géographique, les coûts logistiques réduits, un gain en compétitivité, ainsi que la réduction de l'empreinte environnementale de la supply chain. 3, la mise en place de filières industrielles innovantes conjointes, favorisant notamment l'industrie 4.0, la mobilité durable et la transition énergétique. 4, un meilleur accès au marché européen pour les produits africains à travers une harmonie entre les cadres juridiques régissant les échanges commerciaux, une intégration verticale Europe-Afrique et un accompagnement pour la mise en conformité des produits africains aux réglementations techniques. 5, la formation et la fixation des talents en Afrique à travers le renforcement et la multiplication des partenariats institutionnels, académiques, financiers
et la mise en place de mécanismes de soutien commun et de co-développement technologique. Pour conclure, l'économie mondiale connaît une reprise vigoureuse mais inégale. L'émergence de grands blocs économiques n'est pas sans impact sur les règles commerciales mondiales. La crise sanitaire a montré que l'organisation des chaînes de valeur est aussi du ressort des États qui doivent protéger leurs citoyens et renforcer la résilience de leurs économies. Cependant, il s'agira d'éviter les écueils et les pièges auxquels pourraient mener les relocalisations imposées qui non seulement fragiliseraient la compétitivité de certains pavillons industriels européens, mais affaibliraient aussi la profondeur de la coopération euro-africaine. C'est pourquoi aujourd'hui, le partenariat Europe-Afrique, conclu sur une base mutuellement avantageuse, ce doit être une priorité des deux côtés afin de consolider une relance économique régionale durable. Les pays des deux rives de la Méditerranée peuvent compter sur le soutien et la mobilisation du Maroc pour l'approfondissement et la modernisation de nos accords et de notre ambition en matière de commerce et d'investissement, permettant à nos deux rives de relever ensemble les nombreux défis auxquels nous faisons face. Pour conclure aussi, je souhaite à tous les participants d'excellents débats et plein succès dans vos échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour vos mots forts. Merci de votre participation. Je profite pour remercier à nouveau le vice-président Valdis Dombrovskis de sa présence et Madame la ministre Betty Maïna d'être présente aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert cette conférence avec des mots forts, avec cette volonté réaffirmée de renforcer nos relations commerciales, nos relations d'investissement, d'avoir évoqué les questions d'accords, évidemment commerciaux, les questions de formation, de talent, les questions de financement aussi de l'entrepreneuriat africain. Bref, autant d'enjeux qui sont au cœur de nos priorités. Nous allons donc maintenant, avec Monsieur le Vice-président et Madame la Ministre, laisser la place aux participants au panel, en précisant bien à toutes celles et ceux que je remercie aussi d'être en ligne pour assister à cette conférence, que vous pouvez participer à la discussion à travers l'option de chat. Vos questions seront bien évidemment prises en compte, évoquées par l'organisation, par la modératrice, le modérateur, qui est Lionel Fontagne, après un état des lieux qui sera dressé par Sandra Kramer. Donc maintenant, laissons la table ronde numéro 1 sur l'état des lieux, les enjeux du partenariat économique et commercial entre l'Union européenne et l'Afrique commencer. Elle commencera à 10h20, soit dans 6 minutes. Merci à vous tous et bons travaux.